Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. D'après le magazine américain consacré à l'industrie musicale Billboard, elle est la plus grande pop star du 21e siècle, devant Taylor Swift et Lady Gaga. Beyoncé est en France pour 3 concerts au Stade de France, près de Paris, les 19, 21 et 22 juin, 240 000 spectateurs en l'espace de 3 jours, étape française dans sa tournée mondiale pour son 8e album sorti en 2024, le disque country Cowboy Carter. À 43 ans, Beyoncé est une icône de la culture populaire. Elle et son mari, le rappeur Jay-Z, forment le couple le plus puissant de l'industrie du spectacle aux États-Unis. Alors, qui est Beyoncé ? Réponse dans Code Source aujourd'hui avec Marie Poussel du service culture du Parisien et Emmanuel Marolles qui dirige ce service. Marie Poussel, si on met de côté votre rôle de journaliste, vous êtes par ailleurs fan de Beyoncé. Pourquoi est-ce que vous l'aimez autant ? Alors, je suis une fan de Beyoncé complètement assumée et je la considère comme l'artiste pop la plus importante de sa génération et même de 2025 encore. Pourquoi je l'aime ? Parce qu'elle a réussi à faire en fait la synthèse avec la musique avec laquelle j'ai grandi à la maison, c'est-à-dire les grands classiques de la Motown. Elle est quand même très très soul. Et aussi, elle a réussi à s'habiller de hip-hop et évidemment de pop, parce qu'elle a réussi à élargir comme ça son champ des possibles musicalement. Et surtout, c'est parce que c'est une personne qui, en concert, livre les plus beaux shows actuels. Vous, Emmanuel Marolles, vous êtes l'un des rares journalistes français à l'avoir interviewé. C'était en 2008, vous allez nous raconter ça. Mais en tout cas, il y a une chose que vous admirez chez Beyoncé, c'est qu'elle travaille énormément. Ben oui, c'est vraiment une bosseuse. C'est une bosseuse dans tous les sens du terme, à la fois côté disque, côté scène, côté business. Et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir son parcours en quelques décennies, partir d'une petite gamine comme ça qui faisait de la danse et de la chanson, devenir une superstar mondiale à la fois de la musique et du business. À la fin du podcast, vous nous raconterez à quoi ressemble son show au Stade de France où elle enchaîne 3 concerts. Mais on va raconter d'abord comment Beyoncé est devenue une icône de la pop. Elle est née en 1981, le 4 septembre, à Houston, au Texas. Elle grandit dans une famille de la classe moyenne supérieure. Sa mère tient un salon de coiffure. Son père est commercial pour les photocopieurs Xerox. Son père qui va la pousser dans sa passion pour la chanson. Oui, absolument. Matthew Knowles, son papa, va inscrire Beyoncé à un cours de danse alors qu'elle est toute petite, elle a 6 ans, et elle est très très timide. Donc c'est un petit peu pour vaincre sa timidité que ses parents l'inscrivent à ce cours, et c'est une vraie révélation. À partir du moment où elle enfile un juste au corps, elle se transforme complètement, elle est super à l'aise. Donc ça c'est pour la danse, et en plus à travers ça, il découvre que c'est une chanteuse qui peut aller sur 3 octaves différents. Ses parents, et notamment son père, croient vraiment en son potentiel artistique, et donc ils se disent il faut parier là-dessus, il faut miser vraiment sur la possibilité pour elle de devenir danseuse, chanteuse. Et à partir de là, son père construit une estrade dans le jardin, il achète une table de mixage, il achète des micros. Donc assez vite, ça devient très très sérieux, et son père même raconte que pour lui, Beyoncé n'était pas une enfant star, mais une star tout court. Quand elle a une dizaine d'années, toujours aidée par son père, Beyoncé fait partie d'un groupe féminin qui deviendra plus tard les Destiny's Child. Oui, alors c'est vrai que, comme disait Emmanuel, le père prend très au sérieux la musique. C'est pas du tout un passe-temps. Il y voit tout de suite une grande carrière pour sa fille. Et donc, il va commencer à recruter les copines autour de Beyoncé et les présenter à des concours de chant. Il a à la fois beaucoup d'ambition et à la fois, c'est aussi la mère qui, avec des bouts de tissu, les habille. Et c'est comme ça qu'elles vont se faire remarquer et que le groupe va démarrer. Ce groupe, les Destiny's Child, il cartonne au niveau mondial. Oui, ça cartonne dans le monde entier. C'est le grand âge d'or de la pop. C'est un groupe de filles, elles sont très belles, elles sont très à la mode, très bien habillées. Et puis, elles sont quand même teintées d'un discours assez féministe, avec des titres très forts sur l'acceptation de soi, sur les histoires d'amour. Mais c'est vraiment du girl power quand même. Et c'est ça qui fonctionne. Et elles écrivent leurs chansons elles-mêmes. Elles dirigent leur carrière. Oui, elles dirigent. Alors évidemment, c'est l'industrie musicale américaine. Donc, ça se fait pas tout seul. Mais effectivement, les gens qui les écoutent, et moi à l'époque, je les écoute déjà, on se dit, enfin des filles qui ont le pouvoir et qui écrivent un peu ce qu'elles veulent.
2002, Beyoncé est déjà une star, elle a 21 ans, quand elle travaille en studio pour une chanson avec un rappeur, un certain Jay-Z, Sean Carter, qui lui vient d'un milieu très modeste. Il a 33 ans, il a grandi à New York, à Brooklyn, il a dealé du crack pendant plus de 10 ans avant de revenir dans le droit chemin et de briller grâce au rap. Sur quel morceau est-ce qu'il travaille en 2002 ? Alors d'abord, il faut expliquer le contexte. Sur Jay-Z et Beyoncé, il y a des rumeurs de couple déjà depuis plusieurs années, 2-3 ans. Ils se seraient rencontrés sur une émission qui est assez mythique dans la pop culture, qui s'appelle le MTV Spring Break, qui sont des shows où, à l'époque des vacances d'été aux États-Unis, il y a des grandes stars qui viennent sur les plages et tout le monde se saoule, tout le monde danse sur la plage, etc. Et là, c'est leur première rencontre. On sait qu'ils ont participé à la même émission et la légende dit que c'est là qu'ils se sont parlé pour la première fois. Pendant 1 an, ils se seraient pas vus, ils auraient eu une relation quasiment épistolaire puisqu'ils se seraient parlé qu'au téléphone. Mais il y a quand même des rumeurs insistantes de leur relation qui prend du temps. Tout ceci est évidemment très secret et fait partie de la légende de leur couple. Et puis, ils enregistrent un titre ensemble qui s'appelle Bonnie and Clyde, qui est sur un album de Jay-Z. Et là, vraiment, c'est l'art du storytelling, quoi. Ça commence à prendre parce qu'elle dit « Je suis avec mon boyfriend, je suis avec ma girlfriend ». Mais aucune officialisation. Et là, en 2002, dans le plus grand des secrets, ils retournent ensemble en studio. Et là, ils enregistrent Crazy in Love, qui va devenir une des plus grandes chansons de Beyoncé. Beyoncé et Jay-Z vivent leur histoire d'amour au départ secrètement et le 4 avril 2008, ils se marient. La bague offerte par Jay-Z, un diamant, est estimée à 5 millions de dollars, mais la fête est célébrée en petit comité, une trentaine d'invités seulement, à l'abri des caméras. Emmanuel Marolles, quelques mois plus tard, Beyoncé sort un double album intitulé I Am Sasha Fierce. À quoi ça ressemble ? C'est un disque qui symbolise une forme de double personnalité pour Beyoncé. Il y a d'abord un premier CD qui est assez sobre et intime, qui correspond à ce qu'elle peut être dans la vie. Et puis le deuxième, on découvre un peu le double de Beyoncé Knowles, cette Sasha Fierce qui donne le nom à l'album. Fierce, ça veut dire féroce en anglais. Et là, c'est un petit peu la star, la bête de scène qu'on voit apparaître et qu'on entend dans cette partie-là de l'album. Et au milieu de toutes ces chansons, il y a un single qui s'appelle Single Ladies, qui va devenir un phénomène, alors à travers la musique, mais aussi à travers l'image. C'est-à-dire qu'il y a un clip qui tourne énormément. On voit Beyoncé en juste au corps avec plein de danseurs, danseuses, et il y a une chorégraphie comme ça qui amuse aussi beaucoup les gens qui la voient et qui va être reprise, qui va devenir totalement virale. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de reprises de cette vidéo, alors avec plus ou moins d'humour, avec des gens qui se mettent en scène type Justin Timberlake et son copain animateur Jimmy Fallon. Enfin voilà, c'est un truc qui est devenu un petit peu culte aujourd'hui. C'est pour la sortie de cet album que vous l'interviewez pour Le Parisien. Racontez-nous où et comment ça se passe. Ça se passe dans un palace au cœur de Paris, dans l'après-midi. Ça dure une vingtaine de minutes, ce qui est pas mal quand même. Aujourd'hui, on nous propose parfois des interviews de 5 minutes en visio, donc autant vous dire qu'on est loin de ça. C'était assez détendu, c'est-à-dire qu'il y a toujours une équipe qui parfois complique les choses, on va dire. Là, une fois que les choses étaient cadrées, ça s'est passé assez simplement. Et comme souvent avec ces superstars internationales, pendant les 20 minutes où Beyoncé est face à vous, elle est vraiment avec vous. C'est-à-dire qu'elle joue le jeu de l'interview, du question-réponse, et il n'y a pas de questions tabou. Et on a parlé comme ça assez librement de tout. Elle m'avait parlé de Paris, du fait qu'elle voulait trouver une maison dans la capitale. Elle m'avait parlé aussi de la symbolique de l'album, de sa relation avec Jay-Z. Elle m'avait parlé de Star Academy aussi, parce qu'elle allait faire la Star Academy à l'époque. Ça paraît dingue aujourd'hui, mais Beyoncé a été l'invitée de Star Academy. Elle me parlait des candidats en disant ça me rappelle les débuts de mon groupe à l'époque où on essayait un peu de se faire connaître, etc. Donc c'était une conversation très libre. Vous l'interrogez à ce moment-là sur une polémique qui la vise. Elle a fait une publicité pour L'Oréal et ses photos sont montrées du doigt. Ses détracteurs parlent de retouches pour éclaircir sa peau. Qu'est-ce qu'elle répond ?
Oui, ça avait été un bad buzz. Alors les réseaux sociaux étaient présents, mais pas autant qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça prendrait des proportions complètement hallucinantes. Elle a complètement nié, mais de manière assez naturelle, quoi. Elle se sentait pas vraiment gênée dans la réponse. Elle m'a dit c'est complètement idiot. Tout ce que je sais, c'est que L'Oréal n'a pas voulu me faire passer pour quelqu'un d'autre. Tout dépend de la lumière du photographe. Ma peau n'est pas si noire que ça, et moi, je n'ai pas retouché ces photos, et je ne vois pas pourquoi L'Oréal aurait voulu le faire. En plus, à l'époque, il faut aussi remettre ça en perspective, c'est-à-dire que elle a un côté féministe, elle a pu le montrer dans les Destiny's Child, mais elle n'est pas encore complètement engagée comme chanteuse, personnalité noire américaine qui va parler de ça. On avait notamment parlé de l'élection récente de Barack Obama, par exemple, et elle m'avait dit assez vite, c'est un symbole, je suis ravie, mais en même temps, il ne faut pas tout ramener à la couleur de peau. Donc elle n'était pas du tout sur ce discours à ce moment-là. En janvier 2009, Beyoncé ouvre le bal d'investiture de Barack Obama. Barack Obama et Michelle Obama se disent fans de Beyoncé et de son époux. Barack Obama précise qu'il est le premier président à écouter Jay-Z dans le bureau ovale. Emmanuel Marolle, à la fin des années 2000 et dans les années 2010, la carrière solo de Beyoncé devient stratosphérique. À partir de là, tout est démesuré pour elle et autour d'elle. C'est-à-dire que les albums s'enchaînent, ils se vendent à des dizaines de millions d'exemplaires. Les tournées sont absolument triomphales dans les plus grandes salles du monde. Elle a vendu à peu près 170 millions de disques. Au milieu des années 2010, le couple Jay-Z et Beyoncé touche plus de 100 millions de dollars par an parce qu'ils ont une ligne de vêtements. Ils ont lancé une plateforme de streaming Tidal, une plateforme payante. Ils ont aussi une société de production. Ça, c'est plutôt Beyoncé, une société de production télé, cinéma, voilà, donc elle cumule vraiment tout, à la fois la musique et le business qui prend de plus en plus d'importance. Et depuis 2011, Beyoncé a arrêté de travailler avec son père. Oui, son père était naturellement son manager, puisque c'est lui qui a vraiment lancé et qui a construit la chanteuse Beyoncé, si on peut dire. C'est une rupture avec son papa manager, mais qui est liée à une rupture familiale. C'est-à-dire que son père est infidèle. Il y a même 2 enfants illégitimes qui sont nés de ces aventures extra-conjugales. Et en 2011, ses parents divorcent. Et elle, entre guillemets, elle divorce de son père en tant que manager. En 2013, la reine de la pop se lance dans une grande tournée mondiale baptisée The Mrs. Carter Show World Tour. À cette période, elle se décrit comme féministe. En 2014, au MTV Music Awards sur scène, le mot féministe apparaît derrière elle en lettres géantes. Marie Poussel, en mai 2014, le site People américain TMZ met en ligne la vidéo d'une dispute familiale dans l'ascenseur d'un palace new-yorkais, le Standard à Manhattan. La sœur de Beyoncé s'en prend physiquement à Jay-Z. Alors là, c'est une déflagration chez les fans, c'est un scandale mondial. C'est des images de vidéosurveillance, donc avec la qualité des images de vidéosurveillance, mais ce qui rend encore plus crédible cette vidéo qui fait le tour du monde. Et Solange se défoule à coups de pied, à coups de poing sur Jay-Z, qui est un peu coincé dans le coin de l'ascenseur et qui, évidemment, ne rétorque pas. Et Beyoncé, à côté, c'est très hallucinant de la voir comme ça. Elle est complètement prostrée. Elle réagit pas. Elle fait aucun geste. Et puis, finalement, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et il les libère. Explication de cette scène, Jay-Z a été infidèle. Oui, alors sur le coup, évidemment, on pense tout de suite à ça, les fans, mais pour l'instant, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, on sait que Solange, depuis le début, elle a une relation très proche avec Beyoncé. Elle est très protectrice aussi d'elle. Et donc, tout de suite, on imagine qu'un tel déferlement de violence n'est pas anecdotique et qu'il s'est vraiment passé quelque chose de très grave. Jay-Z et Beyoncé vont se réconcilier et au printemps 2016, la chanteuse sort un album, Lemonade, dans lequel elle évoque les infidélités de son mari. Oui, alors c'est la première fois qu'elle fend un peu l'armure parce que c'est vrai que à l'époque, elle a quand même une image toujours lisse et puis très forte, girl power justement. Et justement, ce qui touche, c'est de se dire, malgré tout ça, j'ai une vie de femme et donc je dois faire face à des problèmes que n'importe quelle autre femme et notamment faire face à l'infidélité d'un mari, savoir si on reste en couple, si on reste pas en couple, voilà. Are you cheating on me? Are you cheating on me? Hold up, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Emmanuel Marolle, dans une autre chanson de cet album, chanson intitulée Formation, Beyoncé exprime sa fierté d'être noire. Oui, Formation, c'est vraiment un tournant dans la carrière de Beyoncé et dans ce qu'elle veut faire passer comme idée à travers sa musique et ses chansons. Elle défend dans ce morceau, Formation, son identité noire, afro-américaine. Elle chante par exemple « J'aime mon nez de négresse » avec mes narines à la Jackson 5.
c'est des choses qui sont assez inattendues de sa part. Et cette chanson, elle arrive dans un contexte un petit peu particulier. C'est une façon de dire, je peux être aussi la voix des sans-voix. Et dans le clip, on voit des images de la Nouvelle-Orléans qui a été frappée par l'ouragan Katrina. Et on a beaucoup dit à l'époque que la population, et notamment la population noire de la Nouvelle-Orléans, avait été complètement abandonnée par les pouvoirs publics. Et donc elle met ça en scène. On la voit par exemple au début sur une voiture de police siglée Nouvelle-Orléans, et la voiture de police est en train de couler en fait. Et elle chante sur le toit de cette voiture. On voit aussi des images de bavures policières et de policiers qui sont violents avec des citoyens noirs aux États-Unis. Enfin voilà, soudain, tout le monde découvre que Beyoncé peut être une artiste engagée, et une artiste engagée sur sa couleur de peau. Cette chanson sort le 6 février et le lendemain, le 7 février, à Santa Clara en Californie, Beyoncé monte sur scène à la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, la NHL. Il y a aussi le groupe Coldplay, mais tout le monde retient sa prestation, une prestation militante. Coldplay, alors je sais pas si c'était une bonne idée ou pas pour le groupe, mais en tout cas Coldplay invite Beyoncé à participer à cette prestation qui dure à peu près un quart d'heure. Et là, elle arrive avec des dizaines de danseuses, d'artistes qui ont des percussions, des tambours, etc. Et surtout, ils portent quelque chose sur eux qui est extrêmement important, c'est un béret, le béret des Black Panthers, donc des militants qui ont défendu la cause noire, notamment dans les années 60, mais de manière violente aussi. Donc ça a vraiment un sens très très particulier de voir Beyoncé qui quelque part enfonce le clou après avoir sorti sa chanson qui a déjà fait beaucoup parler, la met en scène à travers une prestation en disant voilà, Beyoncé aujourd'hui, je suis ça et je veux dire ça. Quelques jours plus tard, Marie Poussel, l'émission humoristique de NBC, le Saturday Night Live, fait un sketch ironique sur cette prestation. Oui, en fait, il monte comme une bande-annonce d'un film d'anticipation, d'un film catastrophe. For white people, it was just another great week. Où on voit l'Amérique se réveiller le matin, boire son café, et on sait qu'il y a quelque chose qui se trame et on ne sait pas quoi. Alors cette fois, c'est pas un ouragan qui va emporter les buildings de New York, mais d'un coup, on va se rendre compte que Beyoncé était noire. Beyoncé released a new music video that embraces her black heritage. Beyoncé video is unapologetically black. Tribute to the Black Lives Matter movement. Showcase for black message. Claims her blackness like never before. Honey, get in here! Video, yes. What is it? What's wrong? Black. Out of nowhere. I think Beyoncé is black. The day Beyoncé turned black. Marie Poussel, 2 ans plus tard, en avril 2018, Beyoncé donne 2 concerts géants sur 2 week-ends différents dans le cadre du très prestigieux festival de musique Coachella en Californie. Oui, c'est un événement. D'abord parce qu'elle devait le faire 2 ans plus tôt et qu'elle a dû annuler parce qu'elle était enceinte de ses 2 jumeaux. C'est aussi la première femme noire à être la tête d'affiche du festival, donc c'est aussi un énorme marqueur dans la culture américaine. Et donc, est-ce qu'elle va être prête à assumer cette responsabilité ? Sur scène, elle va livrer un show absolument incroyable. Ils sont plus de 200 personnes. Il y a une chorale, il y a des fanfares, il y a aussi énormément de références encore à la culture black américaine. Donc c'est à la fois dans le symbole et à la fois dans l'artistique, quelque chose qui est absolument énorme, à tel point que le festival va être renommé Beachella, c'est-à-dire un condensé entre Beyoncé et Coachella. Et dans le documentaire Netflix qui montre ces 2 concerts, Homecoming, elle parle aussi de ses kilos, entre autres, de son combat pour garder la ligne. Oui, de son combat pour garder la ligne et pour continuer à avoir ce niveau de danse aussi. Et c'est vrai que là où elle est très forte, Beyoncé, c'est que ça aurait pu être un documentaire un peu lisse, où on voyait pas les mauvais côtés du star system. Et non, là, elle montre où elle est vraiment en galère, elle est pas maquillée, elle transpire. On la voit comme on l'a jamais vue, vraiment de manière très, très intime. Et notamment pour être en forme, elle se prépare comme une sportive de haut niveau qui ferait les Jeux Olympiques. Et notamment en termes de poids, elle galère vraiment à perdre ses kilos de grossesse. On la voit notamment s'affamer à manger un quart de pomme par heure alors qu'elle s'entraîne jour et nuit pour être au top niveau danse. Emmanuel Marolles, au fil du temps, Beyoncé est devenue un sujet d'étude pour des chercheurs, pour des universitaires, aussi bien en France qu'aux États-Unis.
Oui, parce que Beyoncé, au bout d'un moment, ça n'est plus une pop star, c'est un phénomène de société. Donc les phénomènes de société, ça s'explique, ça s'analyse, ça se décrypte. C'est au départ une chanteuse qui, au départ, n'est pas spécialement engagée et le devient une artiste militante, mais en même temps, au milieu de tout ça, elle gagne énormément d'argent. Et parfois, on lui reproche aussi en disant « mais c'est bien gentil de parler de la cause des Afro-Américains, mais en même temps, tu gagnes énormément d'argent à travers tes tournées, à travers le luxe. » Donc, la communauté noire et notamment les universitaires qui travaillent là-dessus disent on est content que Beyoncé nous représente, mais parfois on n'aime pas tout ce qu'elle représente de nous. Et certains de ses choix sont critiqués. Par exemple, en janvier 2023, elle se produit à Dubaï pour un chèque de 24 millions de dollars. Dubaï, émirat où l'homosexualité est un crime. On lui propose de faire un show privé pour l'ouverture d'un grand palace à Dubaï. Il y a beaucoup d'argent en jeu. On parle de 24 millions de dollars. Donc on est en plein paradoxe. C'est-à-dire que, oui, c'est une artiste qui fait son métier, qui n'a pas d'état d'âme à gagner de l'argent, mais qui fâche la communauté LGBT, qui voit en elle aussi une porte-parole. Ça fait un petit peu tâche de la voir là-bas, mais comme elle ne prend pas la parole, comme elle ne se justifie pas, au bout d'un moment, la polémique s'éteint. En 2023, Beyoncé sort son 7e album, Renaissance, un disque plus électro, plus dansant. Elle récolte au passage 4 nouveaux Grammy Awards, elle en a 35 aujourd'hui. Beyoncé et Jay-Z ont eu 3 enfants ensemble, une fille, Blue Ivy, née en 2012, et 2 jumeaux, une fille et un garçon, Sœur et Rumi, nés en 2017. En l'espace de 25 ans, ils sont devenus le couple le plus puissant de l'industrie du spectacle aux États-Unis. La fortune de Beyoncé est estimée à 500 millions de dollars, celle de son mari à 2,5 milliards. Emmanuel Marolle, ils vivent évidemment dans des maisons luxueuses. Oui, ils achètent même la maison la plus chère de Californie à cette époque-là. C'est une villa de 3000 mètres carrés qui leur coûte 200 millions de dollars. Mais je dirais pas que c'est un détail pour eux dans leur budget et dans leur fortune, mais c'est presque ça. Et le comble, c'est que cette maison-là, elle leur sert juste pour le week-end, parce que parallèlement à ça, pour la semaine, ils ont acheté en 2017 une énorme propriété à peu près pour le même prix à Bel-Air, et tout est comme ça avec eux, et tout est comme ça avec Beyoncé. Il y a une autre anecdote aussi à l'époque, c'est que la société de VTC Uber, qui est en train de se lancer, lui propose de faire un show privé pour 6 millions de dollars, et plutôt que d'empocher un chèque de 6 millions de dollars, elle sent le succès de cette société de VTC, elle préfère être payée en actions. Emmanuel Marolle, au mois de mars 2024, Beyoncé sort son 8e album studio, album de musique country, intitulé Cowboy Carter. À quoi ça ressemble ? C'est un gros disque, comme on dit, c'est un album de 27 titres qui dure 1h30. On la voit sur la pochette sur un cheval avec un chapeau de cow-boy, donc la référence au titre, et puis Carter, référence à son nom. Alors là, c'est pas Cowboy Carter qu'on voit sur la pochette, c'est un peu Cowgirl Carter, parce que son idée, c'est de revisiter la country américaine, qui est un genre musical historiquement blanc. La country est très importante aux États-Unis, c'est un très très gros marché, et c'est une musique qui est très très écoutée et qu'elle veut à ce moment-là se réapproprier pour raconter sa vision de l'Amérique et sa vision aussi de cette musique, parce qu'elle vient du sud des États-Unis, du Texas, et la country américaine est très très présente dans cet état. Mais évidemment, elle va la mêler à du rap, à du R&B. Il va y avoir un certain nombre d'invités sur l'album, comme le rappeur-chanteur Post Malone, comme Miley Cyrus. Et puis, ce qui est assez malin de sa part, c'est qu'elle va chercher des personnalités historiques et légendaires de la country. On entend la voix de Willie Nelson, qui est vraiment un artiste essentiel de cette musique. On entend Dolly Parton, qui est une légende absolue de la country américaine. Et plus malin encore de sa part, on entend Linda Martell, qui a 82 ans et qui est la première artiste noire à avoir percé dans le monde de la country. C'est aussi une façon de dire, c'est une musique qui n'appartient pas qu'aux Blancs. Avec ce disque country, donc, Beyoncé est attaquée par des ultra-conservateurs américains, attaque plus ou moins ouvertement raciste. Ouais, je dirais même plus que moins raciste. En fait, les premiers singles de l'album passent
pas énormément, voire pas du tout sur les radios country, donc forcément ça crée des polémiques, puis elle s'en rend compte de toute façon. C'était presque, je pense, un test pour elle de voir comment ça allait réagir, et sur Instagram elle avait fait un mot pour dire: j'espère que dans quelques années la notion de race n'aura plus lieu d'être pour diffuser un artiste à la radio. Donc ça voulait tout dire. Elle sentait qu'à travers ça il y avait forcément quelque chose qui allait mal passer dans cette société américaine blanche, conservatrice, et qui accepte mal que sa musique soit revisitée et récupérée par une artiste noire. Emmanuel Marolles, dans les années 2010, Beyoncé avait fait des recherches sur ses origines, sur sa famille, et elle a appris quelque chose qu'elle ignorait. Oui, en fait, ça a été un choc pour elle. Elle a essayé de puiser dans son histoire personnelle et elle a appris qu'elle était descendante d'un propriétaire d'esclaves qui lui-même était tombé amoureux d'une esclave qu'il avait épousée. Donc ça donne d'autant plus de sens à tout ce qu'elle raconte depuis plusieurs années, et elle va mettre en scène un petit peu ça à travers un clip très très spectaculaire qu'elle tourne au Louvre à l'époque avec Jay-Z, où on la voit chanter devant le tableau du sacre de Napoléon qui a rétabli l'esclavage aux Antilles, et Jay-Z lui-même est devant le tableau du radeau de la Méduse, qui est un symbole de l'abolition de l'esclavage. Donc il y a vraiment du sens à travers ce clip événementiel qu'on découvre et qui résonne par rapport à cette découverte de ses origines. On en vient à l'actualité récente. Beyoncé investit le Stade de France pour 3 concerts les 19, 21 et 22 juin. Vous assistez au premier, Marie Poussel, le jeudi 19. Un mot d'abord, comme c'est la tournée de l'album Country Cowboy Carter, beaucoup de fans sont venus habillés en cowboy. Oui, c'était assez incroyable dans Paris parce qu'à partir de 18h, même loin du Stade de France, dans les rues, dans le métro, des cow-boys, des filles, des garçons qui ont fait énormément d'efforts pour rester dans le thème de la tournée. Les bottes, les jupes en vache, tout le monde a vraiment joué le jeu. Et vous êtes au cœur de ce concert au Stade de France. Quelles images sont les plus marquantes ? Il y a un immense écran géant en fond de salle qui permet comme ça d'avoir des ambiances complètement immersives, des bracelets multicolores qui clignotent un peu partout. Donc on a vraiment une sensation de théâtre dans le Stade de France. Et parmi les images qui m'ont le plus marqué, c'est évidemment ce que les fans attendaient. La famille de Beyoncé qui monte sur scène. C'est la deuxième fois que Blue Ivy participe à une tournée. Elle arrive à un niveau de danse absolument hallucinant alors qu'elle a que 13 ans. Et puis pour la première fois, elle a présenté à son public la petite dernière, Romy. Elle est venue lui faire un câlin sur scène sur une chanson qui s'appelle Protector et qui raconte la maternité. Quand elle est arrivée sur scène, c'était très très émouvant pour les fans. Et il y a eu une autre invitée surprise, une autre pop star américaine, Miley Cyrus. Miley Cyrus, c'est tout un symbole pour la country music qui est le thème de cette tournée, parce qu'elle elle vient de la country music, et surtout Miley Cyrus, qui est une immense star dans le monde entier, a récemment dit qu'elle ne ferait plus de tournée de stade parce que c'était trop pour elle. Donc de la voir surgir pour leur duo en commun, c'était vraiment un moment, alors on va dire que c'est un peu calvaudé, mais iconique, qui fait le tour du monde. Ce matin, en ouvrant les réseaux sociaux, on voit que ça a été comme une traînée de poudre aux États-Unis parce que à Los Angeles, elle n'est pas montée sur scène et c'est en France qu'elle est venue. Merci Marie Poussel, Emmanuel Marolles. Cet épisode de Code Source, le podcast du Parisien, a été produit par Anaïs Godard et Thibault Lambert, réalisé par Julien Moncouquiol. On vous invite aussi à écouter Crime Story, notre podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.